Dans son rapport annuel publié jeudi, le Secours catholique a donné l'alerte sur l'augmentation de la pauvreté en France ainsi. Bon, désolé, j'ai trouvé que un extrait de Sud Radio pour commencer ce sujet. C'est pas bien le genre de la maison normalement, hein. Mais force est de constater qu'en novembre 2020, quand le Secours catholique a sorti son rapport sur la pauvreté en France, beaucoup de médias étaient en train de traiter d'autres sujets, genre... Je suis pas très charitable pour le coup, parce qu'il y a bien d'autres médias qui en ont parlé, mais le sujet n'est pas resté longtemps à la une. Une tournée des radios, surtout de la part de la présidente du Secours catholique, le jour de la sortie du rapport d'ailleurs, et puis au revoir, une actualité Covid chassant l'autre. Le Secours catholique a donc sorti en novembre 2020 son rapport annuel sur la pauvreté en France. Vous pourrez retrouver le lien vers ce rapport en description. Il s'agit principalement d'un rapport sur l'activité du Secours catholique, de son activité de distribution alimentaire notamment, mais ce rapport est aussi chaque année l'occasion pour l'organisation de mener une enquête sur le profil des personnes et des familles qui ont recours à l'aide alimentaire. Quels sont leurs revenus, quels sont leurs statuts familiaux, quel est leur pouvoir d'achat, si tant est qu'ils en aient un, d'où viennent-ils ? S'agit-il de nouveaux pauvres, entre guillemets, ou d'habitués ? Autant d'éléments qui, s'ils ne sont pas exhaustifs, puisque ça concerne que les bénéficiaires du Secours catholique, donnent quand même des faisceaux d'indices sur la situation sociale du pays. Et en 2020, les indices, c'était... C'est la merde, mon gars. C'est la merde. Les conclusions du rapport sont chocs. En 2020, la France franchira la barre symbolique des 10 millions de pauvres. 15% de la population. Mais qu'est-ce qui lui permet de faire cette estimation ? Et d'ailleurs, comment on compte les pauvres en France ? Et en fait, c'est quoi un pauvre ? On voit ça ensemble dans ce nouvel épisode de Parlons Chiffres. Être pauvre, attention, on va révéler un scoop, c'est disposer de peu. Mais c'est quoi ce peu ? Et c'est peu par rapport à quoi ? C'est ça, en fait, tout l'enjeu derrière la mesure du taux de pauvreté. Il y a deux grandes manières dans le monde de mesurer la pauvreté. Une façon qu'on appelle relative et une façon qu'on appelle absolue. Jusqu'ici, tout va bien, c'est pas très compliqué. On va rapidement passer sur la pauvreté absolue, parce qu'en fait, c'est assez facile à comprendre. On est absolument pauvre quand on ne possède absolument rien. Merci. C'est la Banque mondiale qui fixe les standards internationaux en la matière. Et le seuil de pauvreté international avait ainsi été fixé en 1990 à $1 par jour et par personne. C'était à l'époque la valeur du seuil de pauvreté dans les 6 pays les plus pauvres de la planète. Ce seuil a évolué depuis, passant à $1,25 en 2005, puis à $1,90 en 2015, en se basant cette fois-ci sur les seuils de pauvreté moyens des 15 pays les plus pauvres du monde. Alors tenez-vous bien, en 1990, 37% de la population mondiale vivait sous le seuil des $1 par jour. Ça fait presque 2 milliards de personnes quand même. En 2015, lorsque le seuil a augmenté pour atteindre quasiment $2 par jour, il n'y avait plus que 10% de la population mondiale qui était sous ce seuil, soit 702 millions de personnes vivant pour plus de la moitié en Afrique subsaharienne. Qu'on se rende compte quoi. En 25 ans, et alors que le seuil de pauvreté est passé de $1 à $2 par jour, doublé quoi, je veux dire, c'est une augmentation de 100%. On a éliminé les 2/3 de l'extrême pauvreté. Alors, bien sûr, il y a des effets de seuil. Ça veut pas dire que les personnes qui avaient $2,50 par jour se portaient fondamentalement vachement mieux. C'est tout le problème des seuils. Mais il faut parfois en fixer quand on veut agir. Ça veut dire aussi qu'il faut observer les abords de ces seuils également. Ces marges ou le halo, comme on dit parfois. Cette méthode de calcul, un seuil absolue, est utilisée au niveau mondial et surtout pour les pays les plus pauvres, justement. Elle est utilisée dans les pays les plus pauvres et aux États-Unis et au Canada. Me demandez pas pourquoi. Alors, aux États-Unis, c'est pas $2 par jour, faut pas déconner, c'est un peu plus élevé, mais c'est 13 300 $ par an pour une personne seule. Ça fait 11 225 € pour ceux qui se demandent. Et pour le Canada, c'est entre 14 000 et 22 000 $ par an pour une personne seule, selon la localité où elle vit. Ça fait entre 12 et 19 000 € à peu près. En France, et dans la plupart des autres pays dits développés, on calcule pas la pauvreté de la même manière, de manière absolue.
on fait pas comme ça. On mesure en pauvreté dite relative. Le concept de pauvreté relative, il est en fait assez simple. Il s'agit de considérer qu'on n'est pas pauvre comme ça, au milieu de rien, tout seul dans notre bulle de pauvres là, mais qu'on vit dans une société. Et que les personnes qui vivent autour de nous, elles ont des revenus, peu importe leur provenance d'ailleurs. Et ces revenus leur donnent accès à un certain nombre de biens, de services, bref, en fait de possibilités de subvenir à leurs besoins, et pourquoi pas aussi de succomber à leurs envies. Être pauvre relativement, c'est donc être privé de ce que la majorité peut se permettre en mobilisant ses revenus. On a donc fixé un seuil de pauvreté. Et en France, actuellement, c'est 1063 € par mois. Ça fait 12 756 € par an. Mais on ne l'a pas fixé administrativement. Il n'y a pas un député qui a dit « ça doit être ça le seuil de pauvreté ». Non. 12 756 € par an? Vous êtes une personne seule? Vous gagnez moins que ça? Félicitations, vous êtes officiellement pauvre. N'ayez aucune honte, cependant, parce que selon l'INSEE, vous êtes en 2018 9 300 000 personnes, ça fait 15% de la population. Je veux dire, vous êtes plus nombreux que les millionnaires. En France, alors selon le Crédit Suisse, qui s'y connaît pas mal pour connaître les millionnaires, il y aurait 2 500 000 millionnaires dans le pays. Si à bagarre de rue, ça fait du 4 contre 1 à peu près, donc normalement, ça devrait bien se passer. Alors, comment on fait pour calculer ce seuil de pauvreté? Comment on arrive à ce 1063 € par mois? Comme ce calcul, il est dit relatif, ça veut dire qu'il est basé sur une sorte de moyenne du niveau de la population française. En fait, c'est basé sur un truc qu'on appelle la médiane. La médiane, c'est l'endroit qui sépare une population en deux. C'est pile l'endroit qui sépare une population en deux. Prenons le niveau de vie par exemple. En France, ça ressemble à ça. Chercher la médiane de ce niveau de vie-là, c'est chercher le montant qui sépare la France en deux parties. Et ce montant, c'est 1771 € par mois, pour une personne seule toujours. Ça veut dire que la moitié des personnes seules disposent de plus que ça, et l'autre moitié dispose de moins. 1771 € par mois, c'est le montant qui est pile au milieu. Le seuil de pauvreté, c'est donc une proportion de ce niveau de vie médian. L'INSEE, l'Institut National de la Statistique, se base sur un seuil de pauvreté qui vaut 60% de ce niveau de vie médian. En dessous de ça, c'est le seuil de pauvreté. Donc si on prend 60% de 1771, ça fait 1063 €. Et c'est ça qu'on considérera comme étant le seuil de pauvreté. Alors, il y a d'autres organisations qui calculent différemment, bien sûr. Par exemple, l'Observatoire des inégalités, eux, ils considèrent qu'il faudrait plutôt prendre un seuil de 50%, la moitié du revenu médian. Et là, ça donne, du coup, un seuil de pauvreté à 885 € par mois. Ça fait 5 millions de personnes pauvres. Alors, c'est un calcul resserré, parce que selon l'Observatoire des inégalités, le seuil à 60%, ça rassemble des populations trop différentes. D'autres organisations calculent un taux d'extrême pauvreté, par exemple à 40% du niveau de vie médian. Ça fait 708 € par mois. Et là, ça concerne 2 200 000 personnes. Aucun calcul n'est intrinsèquement meilleur qu'un autre, si vous voulez. C'est une affaire de choix. C'est en fonction de ce qu'on désire observer et des priorités qu'on va mettre sur la table. Dans la suite de la vidéo, nous, on prendra le seuil à 60%, soit 1063 €. Parce que la plupart des statistiques sont produites par l'INSEE, et du coup, c'est plus courant de trouver des stats formulées comme ça. Toujours est-il que ça fait 9 300 000 pauvres en France en 2018. C'est là-dessus que se base le Secours catholique, par exemple, dans son rapport. Pour dire qu'en 2020, on atteindra certainement les 10 millions de pauvres. Ça fait 700 000 de plus que 2 ans avant. C'est pas du tout déconnant, c'est même peut-être un peu sous-estimé. Parce que quand on regarde l'évolution de la pauvreté ces dernières années, on remarque plusieurs périodes. Globalement, dans les années 70 à 90, on a observé une diminution constante du taux de pauvreté, et surtout de la grande pauvreté. Parce qu'on observe là que le taux de pauvreté à 60% avait déjà commencé à remonter à la fin des années 80. On avait atteint un point bas au début des années 2000. On sait que cette période a été marquée par une croissance du PIB bien soutenue, et une croissance du nombre d'emplois notamment grâce à l'instauration de la semaine des 35 heures.
Meilleur partage du travail, meilleures conditions économiques, et du coup, on observe que la pauvreté recule et se maintient à un taux assez bas. Et puis, la crise financière de 2008 a été l'origine d'une remontée assez spectaculaire au final. 1 million de pauvres en plus entre 2008 et 2011. On est passé d'un taux de pauvreté de 13,2% à 14,6%. Et 300 000 personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté en 3 ans. Et là, la gauche revint au pouvoir. Dès 2012, le taux de pauvreté, à 60% de revenus médians, se remet à diminuer. Mais on observe que cette baisse de la pauvreté ne durera qu'une seule année. Et dès 2013, regardez, les courbes sont désespérément plates, jusqu'à ce qu'elles se remettent à augmenter avec le tournant libéral du gouvernement Hollande. La crise de 2008, c'est donc 1 million de chômeurs en plus en 3 ans. C'est fou. La crise économique et sociale provoquée par la gestion politique de la pandémie, pour le coup, a été bien plus forte en fait. On a perdu bien plus de points de PIB, l'activité économique a été bien plus touchée qu'en 2008. C'est donc pas déconnant de penser qu'on va pouvoir battre ce record, ce triste record, parce qu'après tout, 700 000 pauvres de plus en une seule année, ça a l'air jouable dans le contexte actuel. D'autant plus qu'à l'époque de la crise financière, 2008, et même si c'était Sarkozy au pouvoir, rappelons-nous, on avait davantage de matelas social qu'aujourd'hui, sous Macron. Ça paraît hallucinant de dire ça, mais en fait c'est vrai, la casse sociale n'était pas encore au point où elle en est aujourd'hui. On avait plus de trucs. Le seul moment où la pauvreté a reculé en France sous le mandat de Macron, et ça c'est marrant, ça a été en 2019. Et c'était l'effet des mesures gilets jaunes que le gouvernement a été obligé de lâcher. Alors on peut les remercier sur ce coup-là. Macron, il n'avait pas prévu ça du tout, lutter contre la pauvreté. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Au final, on peut dire que c'était pas son truc. Voilà comment on fait pour mesurer la pauvreté monétaire. Alors c'est un peu froid. Le bruit de la glace. C'est pourquoi, pour terminer la vidéo, je vous propose d'aller explorer une autre source de données et de parler d'une autre manière d'observer la pauvreté en conditions de vie. Parce que réduire la pauvreté au fait de ne pas avoir assez de pognon pour vivre, ça dit pas grand-chose de ce que c'est concrètement d'être pauvre. La privation de ressources financières, ça implique en cascade des privations sur bien d'autres aspects de la vie. La pauvreté, c'est l'exclusion de certaines pratiques, de certaines consommations. C'est comme ça qu'on l'a définie en disant qu'elle était relative. Pour mieux comprendre le phénomène, l'INSEE mesure donc les privations d'une partie de la population. C'est ce que les chercheurs appellent la pauvreté en conditions de vie. L'INSEE établit donc une liste et pose des questions à des ménages. Les ménages, c'est les foyers, quoi. Les questions, c'est « Pouvez-vous chauffer votre logement ? Pouvez-vous recevoir des amis ? Remplacer vos meubles ? Etc. » Chose importante à noter. Il s'agit de privations auxquelles on ne peut rien. Je veux dire, on n'a pas le choix de ne pas pouvoir s'acheter des trucs. Il y a des questions, par exemple, qui portent sur le fait de posséder un frigo, une télé ou une machine à laver. Les personnes qui n'ont pas ces équipements, mais qui disent que c'est par choix qu'ils n'en ont pas, elles sont pas considérées comme étant en situation de privation, et donc elles n'entrent pas dans les statistiques de la pauvreté en conditions de vie. C'est vraiment ceux pour qui c'est une putain de privation. 11,7% des ménages sont pauvres en conditions de vie en 2019 selon l'INSEE. C'est-à-dire que 11,7% des ménages ne parviennent pas à réaliser une partie des dépenses considérées comme nécessaires ou normales entre guillemets par l'INSEE. Je vous mets des sources en description. Par exemple, c'est payer son loyer sans retard. C'est partir en vacances une semaine par an seulement. C'est disposer d'un logement doté du confort sanitaire de base. Les toilettes à l'intérieur, par exemple, ou bien chauffées, juste. La pauvreté en conditions de vie, c'est un indicateur indépendant du niveau de vie purement monétaire, si vous voulez, mais ça apporte une mesure concrète des privations matérielles que le manque de ressources peut engendrer. Concrètement, l'INSEE, en fait, ça pose des questions sur 27 types de dépenses. Encore une fois, en description, vous aurez la liste. Si une personne dit se priver sur au moins 8 de ces 27 dépenses standards, elle est considérée comme étant pauvre en conditions de vie. Alors,
Chose importante à noter, c'est une enquête déclarative, c'est un sondage en fait. C'est-à-dire qu'on va pas aller constater avec des gens les conditions de vie des personnes qui répondent au questionnaire. On se contente de leur poser la question. Ça veut dire que les questions posées, comme dans tous les sondages d'ailleurs, sont sujettes à interprétation. Joindre les deux bouts avec difficulté, ça veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde, et en période de crise, une partie des sondés peuvent réduire leurs exigences, ça peut arriver aussi. La pauvreté en conditions de vie concernait au global, j'ai dit, 11,7% des ménages français en 2019. Ça veut dire que 11,7% des ménages français déclarent se priver sur plusieurs plans, 8 plans au moins, à cause de leurs conditions financières d'existence. Quand on entre dans le détail, on voit que certaines privations ou certaines difficultés sont beaucoup plus partagées que d'autres d'ailleurs. 23,7%, un quart des ménages en gros quoi, déclarent ne pas pouvoir se payer ne serait-ce qu'une semaine de vacances par an. 20,6%, c'est un ménage sur 5, déclare avoir un logement difficile à chauffer. 14% déclarent avoir des ressources financières insuffisantes, tout simplement. Pour le coup, moins de 1% des ménages déclarent ne pas avoir d'eau chaude ou de toilettes à l'intérieur du logement, par exemple. Je vous mets le détail des résultats en lien dans la description, ça peut faire froid dans le dos. Mais là, vous vous dites sûrement, le taux de pauvreté monétaire, on l'a vu, c'est 15% de la population. Mais il n'y a que 14% qui déclarent avoir des ressources financières insuffisantes. Mieux, seulement, entre guillemets, 11,7% sont considérés comme pauvres en conditions de vie. Est-ce que ça veut dire que finalement ces pauvres-là, ils vivent pas si mal que ça, et que, je sais pas, les gauchias, droits de l'homiste, comme moi, bonjour, ne sont finalement que des misérabilistes qui crient au loup sans raison? L'Observatoire des inégalités, encore lui, a une réponse à apporter à ce décalage entre la pauvreté monétaire et la pauvreté en conditions de vie. Lisons tout simplement. Comment expliquer l'amélioration des conditions de vie perçues par la population alors que la pauvreté monétaire a augmenté sur cette période de 15 ans? Les difficultés matérielles ont été amorties en partie par notre système social. D'autre part, il s'agit de déclarations. En période de forte crise, il est logique d'ajuster ses réponses et de s'estimer finalement pas si mal loti, quand on sait que le sort des plus précaires, lui, se détériore, même si on vit un peu moins bien. Et, du coup, vous vous doutez bien que tout le monde n'est pas frappé par la pauvreté de la même manière, qu'il s'agisse de pauvreté en conditions de vie ou de pauvreté monétaire d'ailleurs. Les personnes au chômage, les femmes, les familles monoparentales, les personnes moins diplômées, et les jeunes, en l'occurrence, sont davantage touchés. On va s'arrêter un moment sur la pauvreté des jeunes, parce qu'elle raconte quelque chose sur le fonctionnement de notre société au final. Toute l'histoire de la lutte contre la pauvreté, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a été celle de la lutte contre la pauvreté des personnes âgées. Après la guerre, et pendant ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, la pauvreté c'était une affaire de vieux en fait. Les systèmes de retraite et le minimum vieillesse, c'était tout juste mis en place. Les salaires et les revenus, notamment chez les ouvriers et les artisans, étaient faibles, quoi. Et on comptait de nombreux invalides chez les hommes, et de nombreuses inactives chez les femmes. Parce que, on le répétera jamais assez, mais le plein emploi des 30 Glorieuses, là, comme on dit, c'était valable pour les hommes surtout. Bref, beaucoup de facteurs étaient en jeu et faisaient que être vieux, c'était un fort risque, au final, d'être pauvre. Alors, au sortir de la guerre, les gouvernements qui ont cherché à mettre en place le programme social du Conseil national de la résistance, ils avaient conscience de ça. Et ils ont imaginé des mécanismes de solidarité nationale, comme la Sécu, les retraites, le minimum vieillesse par exemple. Et tout ça a permis au fil du temps de réduire la pauvreté des personnes âgées. En 2018, par exemple, le taux de pauvreté chez les seniors, comme on dit maintenant, c'était aux alentours de 8,5%. Quand celui des 18-30 ans était de 20%. C'est plus de 2 fois supérieur, quoi. Et ce dernier a augmenté de 50% entre 2002 et 2018. En gros, c'est l'inverse de ce qui s'est passé pour les personnes âgées. Voire même la précarisation des conditions de travail, les conditions d'entrée dans la vie active au final, tout ça s'est accru particulièrement sur la tête des jeunes.
Le premier emploi, aujourd'hui, c'est quasi exclusivement un contrat précaire. 9 nouveaux emplois créés sur 10 sont des emplois précaires. Ça veut pas dire que tous les emplois qui existent sont devenus précaires, ça veut dire que les nouveaux entrants sur le marché du travail connaissent presque fatalement des conditions d'emploi précaires. Le recul de la pauvreté chez les vieux, ça n'a pas été miraculeux, hein. Ça n'a pas été un phénomène naturel, encore moins le fait de la main invisible du marché ou je sais pas quoi. C'était le résultat de choix politiques, de mécanismes politiques, de la prise de conscience de la part des responsables au pouvoir qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait aller frapper un grand coup pour enrayer une situation sociale qui était catastrophique en fait. Ce travail-là, on ne l'a pas fait pour les jeunes ces dernières années, alors qu'en fait on aurait dû. On doit à toutes les catégories de la population ce même travail de transformation sociale qu'on a été capable de fournir pour nos aînés il y a des décennies de ça. C'est pour ça que les récentes prises de position pour élargir le RSA aux jeunes, voire pour donner un vrai salaire à la qualification, coucou Bernard, ou un revenu universel digne de ce nom, pas celui des libéraux, hein. Toutes ces batailles et ces prises de position vont dans le bon sens. Alors certaines ne sont que des rustines, hein, des emplâtres sur la jambe de bois du capital, ou je sais, mais en mettant ces débats-là sur la place publique, en fait on ouvre une brèche, et à partir de là, il faudra aller plus loin. C'est ça pour moi la mission de la gauche, ouvrir des brèches, s'y engouffrer, dire nos trucs et faire que le débat ne peut plus avancer sans ça, et aller toujours plus de l'avant, vers du meilleur, vers du progrès social. En ce qui concerne la pauvreté, on ne disposera pas des données 2020 avant plusieurs mois. Mais il est difficile de croire que la situation s'aggravera pas, hein. Les 10 millions de pauvres annoncés par le Secours catholique risquent d'être en fait un minimum. Et au vu des politiques antisociales du gouvernement, on voit pas bien comment la situation pourrait s'améliorer. À moins qu'on décide de s'en prendre à l'autre extrémité de l'échelle sociale. À moins qu'on se décide à demander pour une fois aux riches de contribuer réellement à la solidarité nationale. Maintenant, à partir de combien on est riche ? Bon, c'est une très bonne question ça, madame. On y répond la prochaine fois.